je voudrais d'abord saluer les personnalités du monde scientifique, du monde politique et du monde économique qui sont dans cette salle. Mais avant tout, permettez-moi de remercier les organisateurs de ce colloque pour avoir accepté de m'associer à cette aventure que je considère digne d'une grande Afrique, digne d'une Afrique que personnellement je rêve. Je voudrais surtout saluer la leçon inaugurale qui apporte les éléments essentiels d'un débat scientifique qui nous permettra sûrement de sortir avec quelques pistes de réflexion pour notre Afrique. Tout à l'heure, on se demandait, je disais à l'organisateur, enfin, au président, il a parlé du banquier, j'ai dit non, je ne suis pas banquier, je suis ancien banquier, bien que ça me colle toujours sur le dos. Je fais surtout la recherche opérationnelle et j'enseigne la stratégie dans les différentes universités, aux États-Unis, en Chine, comme au Cameroun. Donc, je me retrouve aisément, très aisément, dans cette, j'allais dire, dans cette leçon inaugurale qui nous apporte des éléments essentiels. L'intervention qu'on m'a demandé de faire, et donc j'ai proposé le titre, c'est l'urgence d'une éducation d'excellence pour la renaissance africaine. L'urgence d'une éducation d'excellence pour la renaissance africaine. Le problème essentiel, c'était quoi? C'est qu'en fait, quel que soit ou plutôt qu'on se pense sur le domaine de la culture, sur le domaine de la recherche matérielle ou intellectuelle, la richesse est d'abord celle-là. C'est une richesse culturelle, c'est une richesse matérielle, c'est une richesse intellectuelle. Seulement, parmi les principales recherches, et je retourne vers la leçon inaugurale, parmi les principales richesses, on peut citer, sources des richesses, je voulais parler, on peut tout à fait citer trois principales sources. Le savoir, le travail et la violence. Voici les principales sources de richesse. Le travail, c'est une source inépuisable. C'est une source qui continue à nourrir son homme. La violence est aussi une source importante de richesse. Vous allez vous poser des questions, mais je m'en vais donner quelques exemples. La colonisation avait pour but de s'enrichir, c'est par la violence. Bien entendu, même Madoff, qui a fait ce qu'il a fait aux États-Unis, c'est par la violence. L'esclavage, c'est la violence. Et l'essentiel, c'était pour la richesse. Donc vous ne pouvez pas, en travaillant sur les sources des richesses, exclure la violence. Mais comme ce n'est pas l'objet aujourd'hui, je veux me concentrer sur le savoir, qui est vraiment l'objet qui nous intéresse aujourd'hui. Pourquoi le savoir? Parce que le savoir est à l'origine de 60% de la richesse du monde. Qu'il s'agisse de richesse matérielle,
ou de richesse culturelle, c'est le savoir. C'est la raison pour laquelle notre concentration doit être, si nous voulons changer l'Afrique, si nous voulons transformer l'Afrique, notre concentration doit être sur le savoir. Où se trouve logé le savoir? Le savoir se trouve logé dans cette petite cavité qui est entre nos oreilles, nos deux oreilles. Donc, n'allons pas chercher ailleurs la source essentielle de richesse. Elle est là, entre nos deux oreilles. C'est dire que chacun de nous est né avec les mêmes chances de s'enrichir, les mêmes chances de développer cette cavité, de transformer cette cavité en richesse. Au final, pourquoi nous ne l'avons pas transformé? That is the question. Et je ne suis pas capable de répondre, puisque je n'ai pas assez de temps à cette question, mais je pose la question. Mais sachez quand même que l'Afrique a une opportunité importante. Nous avons aujourd'hui à peu près 1 milliard de personnes. Ça veut dire notre potentialité d'utiliser nos cavités est énorme. Bientôt, nous aurons 2 milliards en 2050. Il s'agit d'une très courte période. Ce qui permet de conclure ou de déduire, comme la leçon inaugurale dit, que effectivement l'Afrique peut être ou peut devenir la 3e puissance mondiale si nous la voulions. Alors, n'oubliez pas, la plupart des scientifiques que vous êtes, qui sont sur cette table, nous sommes chargés de transformer cette petite cavité soit en un tonneau vide, soit en un trésor de richesse. Donc, dans notre façon de faire, dans notre façon d'agir, nous devrons avoir en mémoire qu'il revient un devoir fondamental pour nous de transformer cette cavité, non plus en tonneau vide, mais en... Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dirais? Je ne sais plus, mais surtout en un trésor de richesse. Alors, qu'est-ce qui permet, qu'est-ce qui a permis, qu'est-ce qui a empêché à l'Afrique de faire cette transformation aussi rapide, d'opérer cette transformation? Là encore, je suis en face d'une question à laquelle je ne suis pas capable de vous donner une réponse, mais, n'est-ce pas, le questionnement fait partie de notre raisonnement. Mais j'ai quelques pistes de recherche chez l'éducation coloniale et l'éducation post-coloniale. L'éducation coloniale avait pour but de transformer cette cavité dont nous venons de parler en tonneau vide. C'est la raison fondamentale pour laquelle je me permettrai de vous inviter à repenser tout le système, si nous voulons changer notre Afrique, de repenser tout le système éducatif pour le réadapter aux conditions socio-culturelles, économiques et techniques du monde moderne. Cette réinvention passe par l'abandon de l'éducation de récitation au profit d'une éducation du questionnement. C'est quoi en fait l'éducation de récitation? C'est en fait cette éducation
que le colonisateur nous a, je n'allais pas dire imposé, mais permettez, accepter ce mot, nous a imposé et nous a gratifié. Elle est née de la volonté du colonisateur de transformer le Coran ou de transformer le colonisé en tout cas en un être qui ne sera ni européen ni africain. Un être hybride au service des intérêts du colonisateur. Un être non pensant dont le maître doit penser pour lui. Un être qui sait bien exécuter les pensées de son maître. Un être qui ne doit jamais accepter de sortir de son état d'esclavagiste. Qui ne doit pas essayer de rivaliser son maître. Parce qu'en rivalisant son maître, il lui sera préjudiciable. Cette rivalité va être préjudiciable au maître. En créant un être pensant, l'esclave risque de s'affranchir, empêchant ainsi le maître d'exploiter au maximum son esclave. Au maximum tout ce que l'esclave possède. Au maximum toutes les richesses de l'esclave. Et surtout pour parachever sa mission, notre système éducatif, avec des gens qu'on a placés dans toutes les sphères de décision, pour empêcher qu'aucune décision, qu'aucune déviation ne puisse apparaître, ce soit au niveau de l'éducation nationale, on a un conseiller technique bien préparé pour nous aider, bien sûr, à maintenir les acquis. Au niveau des différents organes de décision fondamentales, on a placé, nous n'appelons pas des espions, mais en fait des personnes au service du maître pour être sûr que l'esclave ne doit pas se désorienter. Alors, on nous a imposé, on nous a orienté plus spécialement vers ce que j'appelle les disciplines uniquement littéraires, les sciences sociales ou à connotation sociale, en donnant seulement à dose homéopathique des disciplines basées essentiellement sur les questionnements tels que la philosophie, l'archéologie. Je suis très content de ça. On ne veut pas qu'on aille vers là. On ne veut pas qu'on enseigne la philosophie. On ne veut pas qu'on enseigne l'archéologie, etc. Il y a beaucoup d'autres disciplines qui sont fondamentales, mais qu'on refuse ou qu'on ne veut pas que nous nous orientons vers là-bas. Mais pour bien s'assurer que cela prendra bien ancrage, le colon a procédé à une suppression de l'enseignement des langues maternelles qui permettent, surtout cette suppression de langue maternelle, qui permettent de nourrir la créativité, qui permettent à chaque individu de maîtriser son environnement, de mieux comprendre et de comparer les éléments qui l'entourent. Bien bref, on nous a déracinés, on nous a obligés, on ne nous a pas permis de prendre ancrage. Et cet ancrage, nous allons en souffrir pour longtemps parce que nos inventions, notre innovation est portée sur des choses qui ne sont pas nécessaires pour notre société. Alors que nos innovations, nos inventions devraient concerner surtout des choses nécessaires, les éléments nécessaires pour notre société. Mais cette orchestration, cette organisation a été mise en œuvre
par tous les moyens. Et ce n'est pas pour heurter ceux qui sont dans la région, dans cette audience. Ils ont quand même utilisé aussi la religion. Et comme vous le savez, eux-mêmes disent, on ne vous a pas envoyé en Afrique pour enseigner l'existence de Dieu. Les Africains savent que Dieu existe. Le roi belge disait, et je cite, « Faites tout pour éviter que les Noirs ne deviennent jamais riches. Pour se faire chanter leur chaque jour qu'il est impossible à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Faites-leur payer chaque semaine une taxe qui permet d'enrichir vos églises et qui les appauvrisse pour vous éviter toute chose. Mais si le problème pouvait s'arrêter là, aujourd'hui comme hier, ils continuent à parachever leur travail. Et c'est pour ça que j'appelle urgence de repenser notre système éducatif qui va penser tout le reste. Ils continuent à orchestrer des films qui nous montrent des dessins animés pour les enfants. Et si vous observez ces dessins animés, ça n'a rien à voir avec notre contexte culturel. Et nous enseignons tout ça à nos enfants. C'est des dessins animés qui enseignent la violence, qui enseignent l'oisivité, qui enseignent la supercherie, etc., etc. Nous acceptons, nous continuons à accepter parce que sous prétexte que nous allons nous divertir, mais aussi par les conseils qu'on nous donne, que voilà l'élément qui va nous permettre de nous évoluer, de ressembler à quelqu'un que nous n'avons, dont nous n'avons pas le droit même de ressembler. Et pourquoi nous voulons le ressembler? Et pour ne pas terminer, il va plus loin. Il décide que le noir, c'est le ténèbre, que le noir, c'est tout ce qui est mauvais. C'est pour ça qu'on parlerait des idées noires. Et il décide que le blanc, c'est la pureté. C'est tout ce qui est bien. Et il décide enfin, et nous acceptons globalement, il décide enfin, vous êtes noir. Ça veut dire qu'il y a déjà là, sur le point de vue questionnement, un changement de couleur. Parce que je ne sais pas si cette couleur s'appelle noire, elle est différente de celle-ci. Alors, ou nous l'acceptons, et en ce temps-là, nous nous considérons un peu comme des bêtes. Parce qu'en fait, à moins de changer la définition, or pour l'instant, la définition n'est pas encore changée. Alors, que faire? Réinventer, je ne dis pas réinventer, urgence, de penser une éducation, la vraie éducation que j'appelle l'éducation du questionnement. Mais cette éducation du questionnement tire sa source. Tire sa source dans un concept mathématique de l'action. Et les mathématiciens disent, c'est quoi l'action? C'est ce qui est accepté pour vrai aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire. Ce qui veut dire que tout ce qui nous entoure, et la leçon inaugurale en parler, nous devons l'accepter pour vrai. D'abord, ce que nous avions, comme le disait, je crois, Descartes, décomposé en autant de petites parcelles qui ne présentent donc notre vie. C'est ça. Mais l'action nous dit accepter pour vrai tout ce que
mais seulement s'il n'y a pas preuve du contraire. Ce qui nous impose à dire on ne doit pratiquement rien accepter pour acquis. L'éducation de questionnement nous impose de ne rien accepter pour acquis, de ne rien accepter pour évident, de tout questionner. Cette éducation de questionnement doit commencer à la naissance. Depuis la section maternelle, on doit permettre à l'enfant de s'entraîner. On doit habituer l'enfant à poser des questions. Et beaucoup de questions.